Écoutez, bonsoir à tous. Merci de votre présence à ce workshop. Un workshop au cours duquel on va essayer de croiser différents regards sur l'accompagnement bancaire de l'entrepreneur en difficulté. Un petit mot de contexte pour commencer, c'est un workshop qui s'inscrit dans le cadre du projet Banque et Entrepreneurs Rebond, avec pour acronyme BER, B-E-R. C'est un projet qu'on dirige avec Vincent Memo, et qui est soutenu financièrement par le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, la Banque populaire Aquitaine Centre-Atlantique, le cabinet d'expertise comptable Eureka Pluriel, l'association Entraide et Entrepreneurs et deux laboratoires de recherche, en l'occurrence l'IRGO et l'IRDAP. Je vous renvoie au site internet qu'on a créé avec Vincent Memo, www.projet-bir.fr, pour avoir plus d'informations sur ce projet. Sur ce site internet, on a mis à disposition avec Vincent un certain nombre de ressources, un certain nombre d'outils, à commencer notamment par une cartographie de l'écosystème qui peut exister en fait pour les entrepreneurs en difficulté. Sur ce site internet, il y a aussi des publications, des vidéos. Et parmi ces vidéos, vous trouverez notamment une vidéo de 10 minutes qui permet en fait d'avoir un regard croisé entre une chargée d'affaires de la BPAK et un chef d'entreprise qu'elle a accompagné pour qu'il puisse rebondir suite à certaines difficultés rencontrées. Et donc, justement, pour démarrer ce workshop, on vous propose avec Vincent de visionner une version très courte de cette vidéo, une version d'1 minute 30. Et je vous renvoie au site internet pour avoir accès à la version complète. Peut-être, Vincent, sur le chat, par exemple, tu peux mettre le lien vers le site internet. À la suite de la diffusion de cette vidéo, le workshop sera organisé en fait en 2 temps. Dans un premier temps, on va inviter chacun de nos intervenants à se présenter de façon très brève et à répondre à un certain nombre de questions qu'on sera amené à leur poser. Donc, je remercie déjà Jérôme Bocquel, Christophe Caron, Aurélien Morel, Claudine Perry et Laura Sotoni-Lagioni d'avoir accepté de se prêter à ce jeu toujours un peu difficile d'intervenir dans un temps réduit, en l'occurrence, ils le savent, 7 à 8 minutes. Donc, on a une première partie du workshop qui durera une quarantaine de minutes. Et dans un deuxième temps, on va ouvrir le débat à l'ensemble des participants à ce workshop. Et donc, vous pourrez apporter des compléments d'information à ce qui aura été dit et évidemment poser des questions à nos différents intervenants qui, évidemment, répondront à vos différentes interrogations. Donc là, la deuxième partie, on sera en gros, durera grosso modo 1 heure et quart. Juste quelques recommandations techniques avant que Vincent ne lance la vidéo. Donc, je vous invite à couper vos micros pendant la table ronde pour éviter les bruits parasites. Vous avez un petit outil en bas à gauche pour désactiver les micros. Pendant la table ronde, n'hésitez surtout pas à faire des commentaires ou à poser des questions dans l'outil de chat. Vous avez un petit bouton discussion en bas au centre. Vous pouvez aussi lever la main en cliquant sur réaction et puis lever la main. Ça nous permettra de vous donner la parole plus facilement et de repérer que vous avez une question. Et puis quand vous posez une question, évidemment, n'hésitez pas à allumer vos caméras pour que ça soit plus convivial. Donc, place maintenant au workshop en tant que tel. Vincent, je te laisse lancer cette vidéo d'1 minute 30. Je pense qu'une relation client-banquier, ce n'est pas qu'une relation qui soit basée sur des chiffres. Il faut qu'il y ait une adaptation et presque, je serais tentée de vous dire, une agilité du banquier vis-à-vis de la situation et du contexte, mais également un rapport de confiance et de connaissance entre le client et le banquier. On ne peut pas accompagner quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut, comment il le veut. On peut accompagner quelqu'un qui croit, parce que nous, on va avoir tendance à le croire aussi si son projet est bien ficelé, s'il en parle et surtout s'il est très motivé. Les facteurs clés sont la communication, la confiance, être à l'écoute dans les deux sens. L'avantage que j'ai eu, c'est qu'avec Madame Constance, j'ai eu vraiment ces 3 points-là, ces facteurs-là, en fait, réunis, qui nous ont permis d'établir une confiance réciproque. Ça nous a permis de pouvoir avancer surtout et de pouvoir affronter la période qu'on a eue. Donc, c'est bon, Vincent. Merci beaucoup pour ce partage. Et donc, désolé pour ce petit souci technique qui doit être lié au nombre de connexions. Donc, on va passer maintenant à la table ronde.
On va laisser la parole à nos 5 intervenants qui représentent respectivement, vous l'avez compris, le monde de la banque, le monde de l'expertise comptable, le monde du droit des entreprises en difficulté, et puis également le monde des associations d'accompagnement du chef d'entreprise. Je vais me tourner tout d'abord vers vous, Jérôme Bockel. Dans cette vidéo d'1 minute 30 qui est disponible en ligne, je l'ai dit, on a globalement une success story. On a une histoire d'accompagnement réussi vers la sortie de la difficulté du chef d'entreprise. On n'est pas naïf, on sait bien que les choses ne sont pas toujours aussi simples. Donc, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que c'est un schéma de réussite qui est courant ? Quelles sont généralement les difficultés qui sont rencontrées au plan pratique dans ce type de cas? Quelles sont les solutions concrètes, s'il y en a, que propose votre banque? Est-ce qu'il y a des dispositifs spécifiques pour les entrepreneurs en difficulté? Est-ce que vous avez amélioré vos pratiques sur ce plan-là au cours des dernières années ou également à l'occasion de la crise sanitaire qu'on traverse en ce moment? Et puis, quels sont, selon vous, peut-être les derniers freins qu'il reste à relever sur ce plan-là? Beaucoup de questions, Julien. Alors, je me présente peut-être tout d'abord. Donc, Jérôme Bockel, je suis le directeur des engagements à la Banque populaire Aquitaine Centre-Atlantique, qui est une banque mutualiste qui travaille sur la région de la Nouvelle-Aquitaine. Et je gère dans mon métier les missions de décision de crédit, de surveillance des engagements, de recouvrement amiable et de recouvrement contentieux. Alors, j'en profite avant de répondre à toutes ces questions, Julien, juste pour remercier M. Guédon qui s'est prêté à cette vidéo et Cathy Constant qui a joué le jeu aussi, c'est vraiment sympa de sa part. Alors, pour la première question, savoir si c'est courant ou pas, ce genre d'histoire que nous venons de voir, tout d'abord, je dirais que c'est jamais simple, en fait, hein, contrairement à ce qui peut apparaître comme ça en première vue, y compris dans l'histoire que vous venez de voir. Avant d'arriver à ce résultat final, le chemin est long. Le dirigeant doit souvent affronter un certain nombre d'obstacles, et ça a été le cas pour M. Guédon. Il doit prendre un certain nombre de mesures drastiques qui sont nécessaires, malheureusement souvent comme des licenciements, faire des choix de ne pas prendre sa rémunération, et je sais que ça a été le cas, négocier des plans d'appurement avec tous les créanciers, et il n'y a pas que la banque. Tout ça, c'est très long en fait à mener, et donc ce n'est pas si simple que ça. En revanche, ce cas, il n'a rien d'exceptionnel, et heureusement. Ce que vous venez de voir, c'est ce qui se produit dans à peu près, je dirais, plus de la moitié des cas, en précisant quand même que chaque cas est particulier, c'est difficile de généraliser, mais on retrouve quand même des constantes, et cette vidéo, elle montre bien ce que nous essayons de faire au quotidien, c'est-à-dire redonner confiance au chef d'entreprise qui vit, lui, une situation difficile, essayer de l'encourager à se livrer, à dire tout ce qu'il vit, afin qu'on ait ce climat de confiance réciproque qui favorise la construction d'une solution. Donc oui, ce qu'on vient de voir est plutôt courant, mais soyons conscients que ce n'est jamais simple. Alors, en ce qui concerne les difficultés qu'on rencontre sur le plan pratique, moi j'en vois deux principalement. La plus grande, c'est de renouer le contact, car sans cela, il n'y a rien à faire en fait. Et souvent, le contact il est rompu avec l'agence bancaire. La banque apparaît souvent comme un peu lointaine, voire même elle peut faire peur, hein, ce que je comprends, parce que souvent elle renvoie à des relations qui sont devenues un peu conflictuelles. Donc, dans un premier temps, on essaye de renouer le contact, on laisse des messages. Et malheureusement, si le client ne nous rappelle pas, il n'y a pas de dialogue, et donc nous, on ne peut pas construire quelque chose, et alors on est obligé de passer dans cette phase redoutée qui est le recouvrement. Mais à partir du moment où on a renoué le contact, on considère qu'il y a une envie d'avancer vers une négociation amiable, et on peut là commencer à construire quelque chose. Et on voit souvent d'ailleurs au départ un fort besoin d'écoute du dirigeant, et le client est souvent très reconnaissant de cette écoute retrouvée. La deuxième difficulté, dans certains cas, même quand on a renoué ce dialogue, on ne trouve pas de solution, car finalement les problèmes sont trop avancés, la situation est prise trop tard, souvent le poids des dettes est trop lourd, et pas que la banque, hein, dans les dettes, c'est les dettes fiscales, c'est l'URSSAF, c'est la TVA, c'est les fournisseurs. Les charges fixes sont trop importantes, et en particulier c'est souvent la masse salariale, et au final ça ne passe pas, et surtout si en face l'activité ne reprend pas, ou si tous les créanciers ne font pas les mêmes efforts. Donc là, on ne trouve pas de solution, et là aussi, on est obligé de passer dans une phase de recouvrement. Alors, dans les solutions qu'on propose, la palette, elle est large, hein, et en même temps, elle est assez classique, hein, il n'y a pas de recette miracle, mais on retrouve souvent un petit peu les mêmes ingrédients. Les reports d'échéance ou les franchises de remboursement, c'est classique. Les paliers de remboursement, les plans d'appurement dégressif, tout ça, c'est des choses qu'on met en place assez régulièrement.
En fait, quand la capacité de remboursement a évolué à la baisse, ce qui a souvent été le cas avec le Covid, il est nécessaire d'adapter du coup la charge de remboursement de la dette, de la décaler dans le temps ou de la réduire pendant une certaine période, car on voit bien que ce n'est pas tenable en l'état. Donc, on essaye de se caler sur l'activité économique de l'entreprise, sur les rentrées de cash. Donc, ça, c'est des solutions assez courantes. Dans les autres solutions, bien sûr, on va retrouver les prêts à moyen terme. Alors, actuellement, c'est le prêt garanti par l'État, le PGE, qui est très utilisé, mais il y a également tous les prêts de restructuration, l'avance sur des factures clients également, avec des solutions comme l'affacturage, et puis des solutions un peu plus complexes à mettre en place, le leaseback, et des solutions à plus long terme, comme les fonds d'apport en capital, comme par exemple le fonds Rebondir Nouvelle-Aquitaine qu'on a créé avec la Caisse d'épargne récemment, encore une fois dans le contexte Covid, pour conforter les fonds propres des entreprises qui souffrent de la crise sanitaire. Mais dans les solutions, on s'aperçoit surtout finalement qu'il faut quelque chose d'assez classique, mais de la disponibilité, se donner du temps pour pouvoir prendre le recul nécessaire, trouver la bonne solution. Il faut de l'écoute, du conseil et bien sûr de la réactivité. Et si je vais un peu plus loin dans le détail pour décrire la démarche qu'on applique dans ces cas-là, au départ, on cherche vraiment à savoir ce qui se passe. On décortique tout. Alors, sans jugement, car derrière les chiffres, on sait bien qu'il y a de l'humain et beaucoup de sensibilité, mais on demande plein de choses. On demande le bilan, bien sûr, la situation fiscale, les sorties de trésorerie à venir. Ça paraît classique comme ça, mais c'est souvent difficile à voir, car le dirigeant n'a pas toujours une vision très nette de ce qui rentre et ce qui sort de son compte. Pour nous, plus c'est précis, mieux c'est. On sait que les dirigeants ne sont pas toujours des gestionnaires, mais on voit souvent qu'on est trop dans l'immédiateté. On voit des difficultés à se projeter dans l'avenir avec un certain manque de recul. Bon, après, nous, on fait avec ce qu'on a et on cherche dans tous les cas des solutions. Et puis, des fois, on a des mauvaises surprises. On prévoit tout, on recense toutes les dettes. Et puis, tout d'un coup, on a une saisie arrêt qui arrive sur le compte d'un créancier qu'on n'avait pas prévu. Donc là, il faut comprendre, il faut reprendre tout depuis le début. Et c'est pour ça que j'insiste, il faut vraiment de la transparence maximum dès le départ. Et puis ensuite, on passe dans une phase de conseil. On commence à parler de solutions tout en posant aussi nos exigences, car on peut aider, bien sûr, mais il faut que le dirigeant joue le jeu, qu'il s'autorégule sur les dépenses. C'est un peu un contrat de confiance que nous négocions finalement ensemble. Alors, il y a une question sur les dispositifs spécifiques pour les entrepreneurs en difficulté sur ces dernières années et ces derniers mois. Moi, je vois deux choses principales. Ces dernières années, en effet, dans la plupart des banques, il y a eu des évolutions qui, je pense, vont dans le bon sens. En particulier, on voit se multiplier les structures dédiées aux clients en difficulté qui permettent de sauver des relations clients qui auparavant partaient directement au contentieux. À la Banque Populaire, on a créé une équipe qui s'appelle Conseil et Négociation. Alors, deux termes importants à mes yeux, c'est négociation, conseil, ce n'est pas du recouvrement comme on voit dans certaines émissions télévisées. L'objectif, il est vraiment de retourner la relation en agence une fois que les problèmes sont réglés, que le client puisse de nouveau faire face à ses échéances bancaires, à ses autres dettes. Et les clients, au final, on s'aperçoit qu'ils sont souvent très reconnaissants du travail qui a été fait. Et M. Bédon, d'ailleurs, le confirme bien dans sa vidéo. La deuxième chose qu'on voit de plus en plus apparaître, et là ça va un peu plus loin, c'est qu'il y a des créations de structures type banque judiciaire pour les entreprises en procédure collective, en sauvegarde, en redressement judiciaire, en plan de continuation. Ces entreprises étaient auparavant gérées en service contentieux avec tout ce qui va avec. C'est la rupture des contrats, c'est le peu de relations avec la banque, si ce n'est sous l'angle du recouvrement des créances. Là, en banque judiciaire, c'est différent. C'est une équipe qui est vraiment formée spécialement à ces procédures collectives, qui va prendre en charge le client, le conseiller, le guider, afin qu'il surmonte vraiment cette période difficile. Voilà, puis pour terminer, quels sont les derniers freins à lever? Moi, je me dis qu'il faut vraiment que le dirigeant se dise que c'est possible de discuter avec la banque, même après avoir vécu des moments difficiles avec son agence. Je sais que ce n'est pas facile, qu'il accepte de rétablir le contact, qu'il accepte la main tendue des équipes bancaires spécialisées dans cet accompagnement, et puis qu'on sorte aussi, c'est un autre souhait de ma part, mais qu'on sorte des préjugés sur les banques qui sont là pour enfoncer le client. En fait, on a tous intérêt à sortir par le haut de ces situations, le dirigeant et la banque, sachant que la banque, elle veut préserver ses créances, donc continuer à travailler avec son client dans l'avenir. Donc pour ça, il faut tout mettre en œuvre pour sauver l'entreprise. Merci beaucoup, Jérôme. Je me tourne maintenant vers vous, Claudine Perry. Ce qui semble compliquer la relation entre un chef d'entreprise et un banquier, c'est, pour reprendre un terme un peu académique, c'est peut-être ces écarts de représentation, justement, que vient d'évoquer
comment dirais-je, Jérôme Bockel. Je pense que tu peux... il y a un partage d'écran qui se fait en ce moment, qui peut être arrêté. Donc, les écarts de représentation qu'il peut y avoir entre, d'un côté, le banquier et de l'autre, le chef d'entreprise, ça peut être aussi l'émotion que peut avoir le chef d'entreprise qui va être confronté à des difficultés économiques et financières. Est-ce que vous pouvez nous dire, Claudine, comment vous, au sein de votre association, vous aidez les entrepreneurs, notamment sur un plan psychologique, à traverser leurs difficultés? Qu'est-ce que vous mettez en place pour fluidifier les relations avec les banquiers, pour déconstruire justement ces préjugés dont parlait à l'instant Jérôme Bockel? Comment concrètement vous les aidez à faire bonne impression auprès de leurs partenaires bancaires en dépassant peut-être ce registre émotionnel qui est parfois le leur? Et même question finalement qu'a Jérôme Bockel, qu'est-ce qui reste à faire de votre point de vue pour avoir un échange d'une meilleure qualité entre le chef d'entreprise et le banquier et peut-être un peu plus dans la sérénité? Vous n'avez pas réactivé votre micro, Claudine. Je vous remercie, Julien, de cette prise de parole. Et je rappelle que l'association Entraide et Entrepreneurs est une association qui a pour mission d'aider les chefs d'entreprise en difficulté le plus en amont possible, bien évidemment, pour des entreprises qui n'ont pas les moyens de s'adresser au secteur marchand. Donc, elles sont dans une situation financière, on va dire, précaire, ou peut-être pas précaire dans le moment donné, mais qui va le devenir à court ou moyen terme. Bon, donc, donc nous sommes 80 professionnels bénévoles dans la vie active, qui donc donnons de notre temps donc pour ces chefs d'entreprise. Alors, ce que l'on voit, la première chose que l'on voit, vous avez parlé d'émotion. Bien évidemment, on est dans l'émotion. La première chose, c'est l'émotion, c'est-à-dire que le chef d'entreprise est dans un état de désordre moral. Il est entouré, il est cerné par une situation conflictuelle, permanente, quotidienne, à laquelle et auquel il n'a pas de solution. Donc, cet entrepreneur qui était dans une forme de puissance, eh bien, se retrouve dans un total dénuement. Donc, obligatoirement, sa capacité décisionnelle est extrêmement altérée. Donc, il a de surcroît quelque chose qui arrive à tous ces chefs d'entreprise, il a un sentiment de persécution. Alors, je n'irai pas à la paranoïa, bien évidemment, mais un sentiment de persécution, que ça n'en finira jamais, qu'il n'en voit pas le bout et tout lui fait peur. Donc, nous, ce que nous proposons dans un premier temps, je vous passe bien évidemment les conditions, bien sûr, d'acceptation des dossiers. Mais lorsque nous avons cet entrepreneur, il va avoir un accompagnement moral. Alors, tout va dépendre de cet accompagnement moral parce que nous avons toutes sortes de thérapeutes à l'intérieur de l'association, mais on va faire d'abord une analyse, un premier diagnostic sur son état moral. D'abord, lui l'aura défini, son état moral, comment il se sent à l'aide d'un questionnaire auquel il répond. Il aura déjà prédéfini pour lui quel est son état moral. Nous allons arriver, enfin son accompagnement, son soutien moral va arriver, donc ça peut être un psychologue, ça peut être un thérapeute, ça peut être un psychanalyste, ça peut être un coach. Donc, il va donc faire ce diagnostic. Et la première chose que nous allons demander à ce soutien, c'est qu'il remette en selle ce chef d'entreprise, qu'il réassoit sa confiance, qu'il réassoit son équilibre, si tant est qu'on puisse y parvenir comme ça en 3 mouvements, comme on dit. Donc, ce qui est important, c'est petit à petit qu'il retrouve cette capacité décisionnelle
qu'il gère son recul par rapport aux décisions qu'il a à prendre. Ensuite, bien évidemment, que devons-nous faire? Eh bien, il y a, et M. Bockel ne me contredira pas, et certainement beaucoup de personnes qui nous écoutent, le chef d'entreprise ne connaît pas son environnement économique. Il ne connaît pas comment fonctionne une banque. Il ne connaît pas comment fonctionnent les organismes sociaux, fiscaux. Il ne connaît pas ce que fait son expert comptable. Vous savez, beaucoup de petits entrepreneurs, dès l'instant où ils ont un expert comptable, ils se sentent dégagés de tout. Donc, l'expert comptable, pour eux, se confond avec le gestionnaire. Et donc, ils ont une distance par rapport à cela qui leur coûte très cher. Bien évidemment, M. Bockel, tout à l'heure, l'a évoqué. Alors, nous devons faire de la pédagogie, expliquer véritablement les missions de toutes ces personnes qui vont intervenir, qui interviennent déjà autour de lui de manière naturelle parce que c'est l'environnement de l'entreprise. Alors, maintenant, touchons le problème du banquier. Un des grands soucis pour nous, tout comme le banquier, c'est d'obtenir la confiance, la transparence. Le chef d'entreprise traite ces mots-là avec beaucoup de prudence. Très difficile de faire passer ces deux qualités qui seront la base de toute construction. Ce lien de confiance, il a été, bien évidemment, s'il a existé, il faut savoir qu'il est quand même sacrément écorné. Il a un banquier qui n'a peut-être pas été toujours très aimable, ou du moins qui a, grâce à notre ami qui s'appelle ordinateur, craché une lettre circulaire qui n'a pas l'air évidemment d'être dans l'émotion, hein, mais qui par contre peut gravement perturber cet entrepreneur. Donc il faut lui apprendre ces deux qualités s'il veut déjà avoir une relation avec son banquier qui soit déjà assainie. Évidemment, quand on n'est pas confiant, quand on voit son opposant qui est le banquier, parce que c'est un opposant, alors qu'il doit être un partenaire, alors qu'il doit être l'ami. Quand je dis ami, c'est-à-dire celui qui n'est pas ennemi, dont on a besoin. Et le banquier, il a besoin aussi de l'entrepreneur, c'est un client. Donc, on est dans un échange qui, normalement, avec une bonne dose de confiance, une bonne dose de transparence, doit se passer de manière, on va dire, relativement simple. Eh bien non, pas du tout. Ça se passe pas comme ça. Donc, il faut réapprendre cette posture. Alors, très souvent, en tous les cas, pour un certain nombre de nos parrains, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure dans la préparation que nous avons un accompagnement long qui se fait sur 3 à 24 mois et qui se fait à 360 degrés. C'est-à-dire que chaque entrepreneur est accompagné d'une équipe de 4 personnes. 2 parrains qui sont des logisticiens, des experts métiers, un juriste qui peut être un avocat, un administrateur judiciaire et un soutien moral. Et bien évidemment, s'il y a besoin d'autres ressources dans l'association, on ira les chercher le moment venu pour un temps. Mais l'équipe, elle va rester soudée autour de cet entrepreneur. Et donc, il n'est pas rare qu'un parrain accompagne chez le banquier cet entrepreneur, ne serait-ce que pour apaiser, pour faire redonner confiance au banquier, de manière à ce qu'il voit quand même, parce que l'entrepreneur, quand il est venu nous voir, est-ce que vous vous rendez compte? Mais il a fait un travail surhumain sur lui-même pour frapper à la porte,
pour dire j'ai des problèmes. C'est pas dans la nature du chef d'entreprise de se plaindre. Donc, il a été obligé de faire beaucoup d'efforts. Donc, s'il a quelqu'un qui l'accompagne, qui va le rasséréner auprès de son banquier, déjà, le rapport va s'opérer de meilleure façon. Donc, voilà, nous, ce que nous faisons beaucoup de pédagogie. Enfin, ce que je voudrais dire à nos amis banquiers, c'est que l'entrepreneur peut difficilement avoir une confiance totale parce que lorsqu'un entrepreneur change d'interlocuteur, nous avons vu ça sur un dossier tout à fait dernièrement qui vient de rentrer. Cet entrepreneur avait des relations formidables avec sa banque depuis 20 ans ou 15 ans, enfin, très nombreuses années, et il lui arrive la crise Covid, les gens sont dans l'ingénierie du bâtiment, donc il y a évidemment des répercussions dans cette entreprise. Et là, il change d'interlocuteur et il a un jeune homme à la place qui dit on coupe tout. Voilà. Ils avaient une facilité de caisse de, je crois, 10 000 ou 15 000 euros. Je ne prenez pas acte des chiffres que je vous donne, mais je ne me rappelle plus très bien. Peu importe, ils avaient une facilité de caisse. Et on dit, ce jeune homme, il ne le connaît pas, il ne l'a jamais vu. Il lui dit, terminé, on coupe. Bon. Donc, ça, c'est difficile. Vous vous rendez compte, vous êtes déjà en difficulté, vous avez quelqu'un qui, sans pouvoir s'exprimer sur son argumentation, si ce n'est des argumentations chiffrées, qui bien évidemment ne sont pas bonnes. Bien entendu qu'elles ne sont pas bonnes, on va pas dire ça. Mais en l'occurrence, une entreprise qui a toujours été parfaitement gérée, qui a vraiment, je vous assure, une dame qui est responsable, qui est vraiment quelqu'un je veux dire, on n'a pas affaire à un amateur. On n'a pas affaire à un amateur. Bon, donc là, c'est un petit peu difficile. Et puis, moi, je dis qu'il y a quelque chose qui manque. Qui manque entre l'entrepreneur et le chef d'entreprise. C'est ce que j'appelle, et certains d'entre vous la connaissent, parce qu'on la fait partout. C'est l'analyse des risques. Et cette analyse des risques, elle ne peut se faire que si le banquier et le chef d'entreprise vont dans l'entreprise, les banquiers connaissent bien de quoi ils parlent, connaissent bien son client, et ensuite, bien évidemment, à vice-versa, il faut que l'entrepreneur connaisse bien son banquier aussi, on va faire une analyse de risque. Et là, faire une analyse de risque, et là, après, vous avez parlé, M. Bockel, tout à l'heure, d'amener des chiffres, d'amener probablement des projections à 3 mois, à 6 mois. Bien sûr, c'est pas facile à faire pour quelqu'un qui est sur un chantier, dans un restaurant, dont ce n'est pas le métier, ce n'est pas simple. Mais, néanmoins, si cette analyse de risque a été préparée, bien préparée, eh bien, les soubresauts, on va dire, qui vont se passer, seront tout de suite argumentés. Donc déjà, une perte de temps, un gain de temps extraordinaire. D'accord ? Ça, c'est une chose à laquelle, moi, j'ai beaucoup pensé. Moi, vous le savez, j'ai en tant qu'ancienne entrepreneur, moi, j'ai toujours travaillé avec des analyses de risque. Je ne sais pas faire autre chose que de faire de l'analyse de risque. Et quand on fait de l'analyse de risque, eh bien déjà, on trouve des solutions beaucoup plus facilement. Donc, je dirais, qu'est-ce que je demande pour nos amis entrepreneurs? Qu'est-ce que je demande pour nos associations, pour notre environnement économique dont nous avons tous besoin? Nous payons tous des impôts. Nous avons comment dirais-je, si nos entreprises marchent bien, le pays marchera bien. Donc,
On a tous intérêt à aller dans le même sens, à se comprendre, pas à s'invectiver. Ça ne sert à rien. Alors, je resterai sur ce vœu. C'est une meilleure compréhension, une meilleure formation des personnes qui vont donc se voir, échanger, se comprendre, avoir des points de blocage, bien entendu, anticiper, bien entendu aussi, et j'ajouterai quelque chose, mais je sais, Monsieur Bockel, que vous n'allez pas pouvoir me répondre. C'est que quel est le pouvoir de l'interlocuteur du chef d'entreprise? Quel est son pouvoir? Je terminerai là-dessus et en vous remerciant et en espérant avoir été la plus complète possible. Merci Claudine pour cette intervention. Je me tourne maintenant vers Christophe Caron, expert comptable. L'expert comptable, c'est finalement un acteur tiers dans cette relation entre, d'un côté, le chef d'entreprise que représente Claudine Perry et le banquier que représente Jérôme Bockel. Au sein de votre cabinet, vous avez créé un pôle qui est dédié au restructuring. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots, notamment comment fonctionne ce pôle? Comment, concrètement, vous accompagnez les chefs d'entreprise lorsque leur situation économique et financière se dégrade? En quoi vous pouvez, vous, faciliter la relation entre le chef d'entreprise et le banquier? Je sais par ailleurs que pour faire le lien avec ce que vient d'être dit par Claudine, vous êtes vous-même membre bénévole de l'association Entraide et Entrepreneurs. Pourquoi cet engagement? Et quelle est finalement la complémentarité entre vos accompagnements respectifs? Et bonjour. Donc, en effet, nous avons créé donc en 2019 au sein du cabinet Récap Pluriel donc une structure, un pôle dédié aux entreprises en difficulté à leur suivi, de la prévention jusqu'à la réalisation des difficultés. Cette démarche s'inscrivait dans une démarche de développement de nouvelles activités et notamment en matière de conseil. Le but étant d'apporter aux chefs d'entreprise des compétences supplémentaires par rapport aux difficultés qu'ils rencontraient. Donc, comment fonctionne ce pôle? Donc, nous réalisons des missions de suivi, de diagnostic et de conseil auprès des entreprises en difficulté et de leurs dirigeants, tant en amont des procédures qui peuvent être mises en place, procédures amiables ou collectives, qu'au cours de celles-ci ou en sortie de celles-ci. Donc, on apporte notre expertise et nos conseils, ainsi que tous les éléments nécessaires à la sortie de crise, donc état comptable, prévision, plan et tout outil d'aide à la gestion pour envisager une résolution favorable de leurs difficultés. Comment on accompagne concrètement le chef d'entreprise? L'accompagnement, il ne doit pas se faire une fois que les difficultés sont avérées. C'est-à-dire que pour accompagner correctement une entreprise et son dirigeant, il faut mettre en place des outils de manière permanente et pas simplement quand les difficultés sont avérées. Donc, il est très important qu'à intervalles réguliers, il puisse être fait une analyse économique et financière de la situation de l'entreprise et donner aux dirigeants des chiffres clés présentés, par exemple, sous la forme d'un tableau de bord pour qu'ils puissent avoir un suivi régulier, je dirais, de son entreprise. Comme le disait Claudine, bien souvent, quand on pose la question à un dirigeant qui a des difficultés sur des éléments chiffrés, il vous dit, voyez avec mon expert comptable. Le but, c'est quand même que le dirigeant ait une matière pour connaître la situation économique et financière de sa société. La deuxième chose, pour accompagner le dirigeant, c'est de traiter, si possible, les difficultés le plus en amont possible de leur connaissance ou de leur constatation. L'éventail des procédures qui nous est offerte, elle est nettement plus vaste, plus on traite en amont les difficultés que lorsqu'elles sont réellement avérées. Bien. La deuxième chose, c'est que en tant qu'expert comptable, donc on va dire spécialiste du chiffre, le domaine d'activité des entreprises en difficulté est vaste.
Donc, travailler de manière isolée, chacun de son côté, est totalement contre-productif. Donc, ce que l'on essaye aussi par rapport à nos clients, c'est, compte tenu des difficultés, donc de les mettre en relation avec les interlocuteurs nécessaires. Ça peut être les banquiers, ça peut être les avocats, ça peut être les mandataires ou administrateurs judiciaires ou les associations de type entraide et entrepreneurs. Au niveau de la… Voilà, parce qu'on pense que, je dirais, une interprofessionnalité pour résoudre les problèmes est indispensable plutôt que chacun travaille dans son coin. Au niveau de la relation avec le banquier, on pense que l'accompagnement par sa banque est primordial et force est de constater que bien souvent, quand apparaissent ces difficultés, on rentre malheureusement dans une relation conflictuelle avec la banque. Nous, en tant que professionnels du chiffre, on a quand même une certaine indépendance et un recul sur la situation de nos clients qui permettent de présenter des éléments, on va dire, raisonnés et raisonnables, aussi bien en termes de situation économique et financière, en termes de prévision d'exploitation et de trésorerie, en termes de plan de financement, pour permettre une analyse de la situation, détecter les besoins de l'entreprise et voir avec la banque comment les résoudre. Le problème, bien souvent, que l'on a, c'est au niveau de la banque, c'est trouver le bon interlocuteur. C'est que quelquefois, le responsable au niveau de l'agence du dossier du client va nous demander des éléments, on lui donne, et puis il n'est pas le décisionnaire. Donc, on ne sait pas qui décide. Donc, je pense qu'il y a un problème aussi de mise en relation avec les bons interlocuteurs. Quand on engage des fois avec les administrateurs judiciaires des procédures type mandat ad hoc ou conciliation, il y a des négociations qui s'opèrent, généralement, est-ce qu'on dit, entre guillemets, les affaires spéciales. Donc, souvent, il y a un laps de temps qui est trop long entre le moment où on détecte les difficultés, où on prend contact avec la banque, et le moment où on va rentrer en phase de négociation avec celle-ci. Voilà. Mais, je dirais, en qualité d'expert comptable, nous sommes, totalement disponibles pour fournir les éléments dont ont besoin les banques pour expliquer la situation du client et ses besoins, et puis essayer de trouver les résolutions aux problèmes qu'il rencontre. Au niveau de mon intervention au sein d'Entraide et Entrepreneurs, comme j'ai dit auparavant, travailler seul dans son coin est totalement, à mon sens, contre-productif. Et l'avantage d'Entraide et Entrepreneurs est de pouvoir bénéficier, de par ces intervenants, de compétences qui viennent et de personnes qui viennent d'horizons totalement différents. Pour résoudre les difficultés d'une entreprise et de son dirigeant, il ne faut pas passer simplement, par l'aspect chiffre et droit. Il y a besoin, ce n'est pas parce qu'on est en difficulté qu'il ne faut pas envisager une réorganisation, une restructuration de l'entreprise. Ce n'est pas parce qu'on est en difficulté et que, notamment dans le cadre des procédures amiables et surtout collectives, il y a une lourdeur importante administrative à la gestion du dossier. Ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas s'intéresser à l'aspect psychologique du client, parce que ça aussi c'est important, c'est l'homme clé de l'entreprise et au-delà de l'application du droit et des chiffres, il est important aussi de s'intéresser aux dirigeants. Et l'intérêt également d'Entraide et Entrepreneurs, c'est que on le voit bien souvent, il y a des entreprises qui passent entre les mailles du filet parce que en tant que professionnel, des fois, on a une intervention, je dirais, qui peut s'avérer inefficace parce que le dirigeant, on a beau lui expliquer ses difficultés, avoir fait une analyse, un diagnostic, lui dire ce qu'il faut faire, quelquefois, il ne nous écoute pas.
Le dirigeant aussi, il y a des dirigeants aussi qui sont victimes un peu, je dirais, d'isolement tant professionnel que personnel, qui sont seuls dans leur entreprise et qui ont besoin de trouver des interlocuteurs. De la même façon, quand on parle du tribunal de commerce à nos clients, il y a toujours une réticence à frapper à la porte du tribunal de commerce, même si c'est pour ouvrir une procédure amiable. Donc, je pense qu'Entraide et Entrepreneurs a toute sa justification, justement, en tant que, je dirais, c'est une porte ouverte pour ces personnes pour trouver des interlocuteurs. Voilà. Merci beaucoup, Christophe, pour cette intervention. Je me tourne maintenant vers notre collègue de l'Université de Bordeaux, Laura Sotoni-Lagioni. Jusqu'à présent, on a eu finalement une lecture très micro de la relation entre le chef d'entreprise et le banquier. On pourra avoir une approche un peu plus macro maintenant. La France a longtemps eu, alors à tort ou à raison, je ne sais pas, ce sera peut-être à toi de nous le dire, longtemps eu cette image d'un pays qui ne favorise pas forcément le rebond des chefs d'entreprise. Si on compare notre droit français avec celui d'autres pays, notamment d'autres pays européens, qu'en est-il réellement? Est-ce que notamment on est sur un trend favorable? Est-ce qu'on peut constater une amélioration du droit français sur ces sujets-là depuis quelques années? Concrètement, quelles sont les solutions juridiques qui existent pour le chef d'entreprise qui fait face à des difficultés? Et est-ce que ces dispositifs sont connus du chef d'entreprise, mais est-ce qu'ils sont connus aussi des banquiers, des experts comptables, et surtout, est-ce qu'ils sont efficaces? Et peut-être aussi identifier, selon toi, quelques faiblesses du droit français qui pourraient être des axes de travail pour l'avenir. Oui, bonsoir à tous. Merci de ce temps d'échange ce soir. Donc, je suis effectivement professeure à l'Université de Bordeaux, professeure de droit, donc un éclairage un petit peu différent. Je suis spécialisée en droit des entreprises en difficulté, et notamment, je dirige un diplôme à Bordeaux, un DU qui forme les professionnels du secteur, notamment qui trouve tout à fait écho dans ce que disait Christophe Caron à l'instant, dans cet esprit d'interprofessionnalité et d'échange entre les différents spécialistes qui est vraiment fondamental en la matière. Alors, pour répondre à ces quelques questions, eh bien, il est vrai que la France n'est pas réputée pour avoir une culture du rebond. Cette culture du rebond, elle est plutôt associée aux pays anglo-saxons. Et chez nous, lorsqu'une entreprise fait l'objet d'une liquidation judiciaire, c'est tout de suite interprété comme un échec et surtout comme un échec définitif. Et ce jugement est particulièrement sévère quand on sait que nombre de procédures collectives peuvent concerner des jeunes entreprises, un premier projet, et que évidemment, on peut aussi apprendre de ses erreurs et faire mieux la fois d'après. Mais chez nous, ça a du mal à germer cette culture, mais ça arrive petit à petit, et notamment sous l'impulsion de l'Union européenne, qui depuis 10-15 ans vraiment est proactive dans le secteur pour instituer dans chaque État membre cette culture du rebond. Et donc l'idée qu'elle véhicule, la Commission européenne, c'est de dire que d'un point de vue macroéconomique, parce que ce qui l'intéresse, c'est quand même le marché intérieur, d'un point de vue macroéconomique, il faut faire confiance aux chefs d'entreprise qui ont connu des difficultés, parce que des études statistiques montrent que quand ils reprennent une entreprise après un premier échec, ils sont devenus bien meilleurs, ils ont appris de leurs échecs, ils sont plus vigilants sur leur business plan, sur les contraintes du marché, sur les risques de la concurrence, et donc on a tout intérêt à les encourager à ne pas s'écarter des activités indépendantes, bien au contraire. Donc petit à petit, ça germe chez nous, et pour que l'entrepreneur puisse rebondir, il faut évidemment que le droit, le système juridique français propose des outils adaptés pour traiter les difficultés de l'entreprise. Et là, pour le coup, on peut se féliciter de la qualité du droit français. Le témoignage que je veux vous apporter ce soir est plutôt un témoignage positif pour vous dire qu'en fait, notre système français est très complet. On parle parfois de boîte à outils pour décrire le droit français en la matière, pour dire qu'en fait, il propose des instruments qui sont très variés, des mécanismes qui sont adaptés à chaque niveau de difficulté. Donc, le chef d'entreprise a le choix de plusieurs voies pour traiter ces difficultés.
Le gros bémol, et j'y reviendrai, c'est qu'en fait, ces outils, ces mécanismes, ces procédures sont bien souvent mal connus du chef d'entreprise, voire de ses conseils. Alors pourtant, encore une fois, le droit français est déjà prêt, et notamment, comme le temps est limité, j'évoquerai 2 moments, qui sont, très importants pour, le chef d'entreprise. Premier moment, c'est lorsqu'apparaissent les premières difficultés de l'entreprise. Effectivement, plus, l'expérience qu'on retire, des statistiques qui sont connues chaque année, c'est que plus on agit tôt sur les difficultés, plus on a des chances que le plan qui sera adopté ou l'accord qui sera pris avec les créanciers soit efficace. Donc depuis 2005, on ne cesse d'œuvrer, en droit français pour proposer des solutions de traitement précoce des difficultés, et à ce jour, on en a principalement 3. On a 2 mesures, amiables, qui sont, la procédure de conciliation et le mandat ad hoc, et une procédure collective qui est entièrement placée sous le sceau du tribunal, qui est la procédure de sauvegarde. Et ces 3 mesures, elles sont efficaces dans 2 cas sur 3. C'est-à-dire que les entreprises qui mobilisent ces outils, dans 2 cas sur 3, trouvent un accord efficace avec les créanciers, bénéficient d'un plan qui, à moyen terme, montre que l'entreprise est toujours en place, qu'elle a évité la faillite et que tout va mieux pour elle. Alors, si je vous dis qu'il y a 60 de réussite, voire 70, pourquoi on a autant de liquidations judiciaires? Eh bien, c'est parce que ces mécanismes qui sont très efficaces, eh bien, ne sont utilisés que dans, moins de 10 de l'ensemble des procédures qui sont ouvertes en France. Et c'est là que le bât blesse, en fait. C'est-à-dire que quand elles sont mises en œuvre, elles sont très efficaces, mais elles ne sont pas assez mises en œuvre parce que les chefs d'entreprise ne les connaissent pas ou ne les connaissent pas suffisamment ou que les orientent pas suffisamment vers ces mécanismes. Alors du coup, le droit français, il s'est aussi adapté à un deuxième moment important pour le chef d'entreprise, c'est celui où il est trop tard en fait, où il est temps de liquider l'entreprise parce qu'on n'a pas réagi assez tôt. Donc ça, on a beaucoup de liquidations judiciaires en France, mais on a essayé de faire en sorte que ces liquidations permettent de plus en plus le rebond. Et le droit s'est adapté pour proposer des liquidations judiciaires simplifiées, plus rapides, spécialement pour les petites entreprises, pour qu'on ait une chance de rebondir plus vite. Et là encore, le droit européen appuie ce mouvement par une directive européenne qui oblige tous les États membres au plus tard en juillet 2021, donc dans 2 mois, à limiter la durée des liquidations judiciaires en Europe pour faciliter le rebond du débiteur personne physique. Alors très bien d'agir aussi sur la liquidation, mais vraiment je crois que dans la période de crise que l'on traverse actuellement avec la crise sanitaire, il faut surtout accompagner les entreprises pour éviter la liquidation. Et pour cela, je crois qu'il faut qu'on milite tous, qu'on communique tous sur l'efficacité des dispositifs qui sont déjà connus, même si, coïncidence des calendriers, aujourd'hui se discutait devant le Sénat la possibilité d'une nouvelle procédure, une sorte de redressement judiciaire accéléré qui serait pour les petites entreprises et qui serait limité au contexte de crise, hein, pour aider les entreprises qui sont victimes de la crise sanitaire à obtenir un plan plus vite, à obtenir un plan en 3 mois. Donc, on verra si ça va jusqu'au bout et puis si c'est efficace. Mais encore une fois, on a déjà des outils efficaces et notamment les procédures amiables qui permettent de façon confidentielle, avec l'aide d'un tiers qui intervient comme conciliateur, comme un médiateur entre le chef d'entreprise et les créanciers. Et parmi les créanciers, évidemment, le banquier est un des créanciers déterminants, de trouver un accord dans un délai très court, 4 à 5 mois. Pour la période Covid, on peut pousser jusqu'à 10 mois. L'accord donc est fait à l'amiable avec simplement un recours au tribunal pour ouvrir la mesure. Et je rejoins ce qui a été dit avant, c'est-à-dire qu'il faut aussi œuvrer pour rassurer les chefs d'entreprise, changer les mentalités. Aller vers le tribunal, ce n'est pas aller vers la faillite, ce n'est plus aller vers la faillite. D'ailleurs, on déteste, tous les spécialistes de la matière, on déteste ce terme de faillite. Il faut en arrêter avec ça. Les tribunaux de commerce sont très sensibles à la situation des chefs d'entreprise. Par exemple, à Bordeaux, un chef d'entreprise peut demander un entretien confidentiel avec le président du tribunal, il peut l'obtenir en 48 heures. C'est extrêmement rapide, mais personne ne le sait en fait, ou très peu de personnes le savent. Donc, il faut vraiment qu'on arrive à tous communiquer et aussi à former tous les acteurs du secteur sur les outils du droit français qui sont encore une fois efficaces. Voilà, dans un temps court, ce que je pouvais vous dire. Merci beaucoup, Laura, pour cet apport très riche. Et pour
clôturer cette table ronde, je me tourne maintenant vers Maître Morel. Donc, on le voit, il existe des outils, il existe des dispositifs. Peut-être pourriez-vous nous présenter le rôle d'un administrateur judiciaire au regard des outils qui peuvent exister. On a aussi le sentiment que bien souvent, l'administrateur judiciaire, s'il est sollicité, il l'est trop tardivement par le chef d'entreprise en difficulté. Donc après nous avoir encore une fois rappelé votre rôle, est-ce que vous pourriez nous dire, au regard de votre expérience, si cette intuition est justifiée? Est-ce qu'effectivement vous avez le sentiment d'être sollicité souvent trop tard? Et si c'est le cas, à votre avis, comment on pourrait justement créer de nouveaux réflexes pour que les chefs d'entreprise viennent vous voir plus tôt? Et concrètement, qu'est-ce que ça changerait pour les entrepreneurs d'anticiper finalement leur prise de contact vis-à-vis d'un administrateur judiciaire? Oui, merci. Bonsoir à tous. Merci Julien de ces questions. Alors, pour essayer d'être chronologique sur le rôle d'un administrateur du judiciaire. Donc, l'administrateur judiciaire, c'est un auxiliaire de justice qui va avoir principalement pour mission d'intervenir dans des situations complexes, dans des situations de turbulence ou de crise rencontrées par une entreprise pour essayer de renégocier avec son environnement économique et de trouver des solutions pour l'amener au rebond ou à la pérennité de son activité. Donc, on intervient principalement dans un cadre amiable, mais également dans un cadre judiciaire. Cadre amiable, donc de la conciliation au mandat ad hoc, et cadre de la procédure collective en sauvegarde ou redressement judiciaire, toujours avec l'objectif de préserver l'activité. Juste en 2 mots sur la profession d'administrateur judiciaire, c'est une profession qui est effectivement relativement méconnue. On est 130 en France, on a une compétence nationale et l'objectif, sans doute dans le futur, sera d'augmenter le nombre de professionnels et essayer de communiquer justement sur les procédures et les solutions qui existent. Sur notre intervention et sur le cadencement de nos interventions, effectivement, est-ce qu'on nous saisit trop tard? Oui, toujours. C'est toujours trop tard, malheureusement, et malgré nos efforts pour communiquer sur les procédures amiables, les dirigeants qui viennent nous voir sont toujours dans des situations difficiles et auraient, dans la majorité des cas, dû venir nous voir quelques mois plus tôt. Ils viennent nous voir trop tard parce qu'effectivement, il y a une problématique de confiance et il y a une problématique de déni qui est légitime dans un premier temps, mais qui doit être assez rapidement surmontée pour affronter les difficultés qui sont rencontrées par le chef d'entreprise. Donc, c'est souvent trop tard, mais on constate depuis quelques années quand même que les dirigeants ont tendance à anticiper un peu plus leurs difficultés et à se diriger désormais beaucoup plus largement sur les procédures amiables qui commencent à se démocratiser. Au niveau des procédures amiables, on intervient effectivement régulièrement pour renégocier avec les banques. Donc, la problématique de confiance avec l'établissement financier, elle est toujours là. L'avantage quand on intervient dans le cadre d'une procédure confidentielle et amiable, c'est qu'on change d'interlocuteur. Donc, la personne qui était l'interlocuteur privilégié de l'entreprise est en règle générale remplacée par les affaires spéciales ou des départements spécialisés de certaines banques qui ont l'habitude de traiter ce genre de difficultés et avec qui il est facile de négocier. L'avantage de faire appel à un administrateur judiciaire, conciliataire, mandataire ad hoc, c'est qu'on est un tiers de confiance désigné par le président de la juridiction qui va avoir un rôle objectif et qui va effectivement, appuyé par une équipe d'experts comptables, d'avocats, essayer de rendre compte et de faire état d'une situation la plus objective possible avec des éléments chiffrés indispensables pour démontrer que certes la situation est difficile à l'heure actuelle, mais qu'il existe des possibilités pour restructurer l'activité et pour obtenir l'adhésion des créanciers. Il faut, je pense, rappeler que la banque est avant tout, et surtout dans une démarche amiable, un partenaire de l'entreprise, et il faut vraiment les voir comme des partenaires de l'entreprise et non pas comme des créanciers. C'est un peu difficile parfois quand le dirigeant est caution et qu'il a effectivement des changements d'interlocuteurs ou des relations de plus en plus conflictuelles avec son établissement financier, et c'est très important pour lui de réagir suffisamment vite pour avoir accès à des procédures qui protègent non seulement l'entreprise, mais également lui en sa qualité de caution. Et en cela, les procédures amiables sont redoutablement efficaces, tout comme la procédure de sauvegarde.
Donc voilà, nous le rôle de l'administrateur judiciaire, il est simple, c'est de dire où en est la situation de l'entreprise, les mesures correctives qui vont être mises en place et les prévisions d'activité qui permettent d'absorber le remboursement de la dette en réaménageant les dettes bancaires, en allant chercher de l'argent frais ou en essayant d'obtenir des abandons de créances. Donc voilà, c'est vraiment fondamental d'instaurer une discussion rapide avec la banque et de restaurer ce lien de confiance qui a régulièrement été à minima distendu. Donc sollicitation tardive, oui, de moins en moins quand même. Il faut continuer de communiquer et s'arc-bouter justement sur les bons résultats qu'on obtient en amiable. Les statistiques que moi j'ai sont un peu supérieures puisque pour moi dans 70 à 80% des cas, on arrive à trouver un accord. Donc, ça fonctionne, mais encore faut-il qu'elle soit utilisée au bon moment. Sur les nouveaux réflexes des chefs d'entreprise, je pense qu'il serait… il est évidemment opportun et indispensable d'avoir un suivi sur sa trésorerie le plus précis possible et le plus récurrent possible avec la mise en place de reporting mensuel ou autre, et en se fixant des indicateurs à ne pas dépasser ou des seuils de trésor à respecter, sans quoi il faut tout de suite réagir. Bon, la difficulté pour l'entrepreneur, c'est de pouvoir communiquer et d'en parler. Il peut en règle générale difficilement en parler à son banquier, il peut en règle générale difficilement en parler à son environnement familial. Donc vraiment, il faut qu'il utilise son partenaire historique, son expert comptable, et ou son avocat pour commencer à discuter et voir ce qu'il est possible de faire. Ça, c'est vraiment fondamental. Après, au niveau des réflexes, il pourrait aussi y avoir un réflexe au niveau de la banque, et c'est d'ailleurs ce qui ressort d'un rapport du Sénat, je crois, qui date il y a quelques jours. Ce serait d'imposer aux établissements financiers, en cas d'incident ou en cas de difficulté, de communiquer aux clients justement sur l'existence des procédures amiables. C'est un peu ce qui est fait d'ores et déjà au niveau des créanciers dans le cadre agricole, au niveau du règlement amiable agricole. La préconisation qui est faite aujourd'hui serait de demander aux établissements financiers de justifier d'une information active auprès du dirigeant de l'existence des procédures amiables et confidentielles qu'il peut utiliser. La même préconisation est faite au niveau des créanciers publics. Il y a aussi un autre sujet important qui est sollicité, c'est la confiance que peuvent avoir les dirigeants vis-à-vis des tribunaux. Effectivement, je le constate également de mon côté. Lorsque les dirigeants, lorsqu'on leur dit qu'ils vont devoir donc rédiger une requête et solliciter du président du tribunal de commerce l'ouverture d'un mandat ad hoc ou d'une conciliation, il y a toujours une certaine réticence. L'une des recommandations de ce rapport également, ce serait de permettre aux juges des tribunaux de tenir des entretiens avec les chefs d'entreprise en dehors du tribunal, ce qui permettrait sans doute d'assainir certaines relations et de limiter la crainte du chef d'entreprise de se tourner vers le tribunal. Donc ça c'est fondamental. Pour revenir sur l'anticipation indispensable, en fait, pourquoi est-ce qu'elle est indispensable ? Tout simplement, et comme l'ont souligné avant moi beaucoup de personnes, le droit français offre une boîte à outils relativement extraordinaire aux chefs d'entreprise. L'intérêt, c'est de pouvoir bénéficier de tous ces outils. Et pour pouvoir bénéficier de tous ces outils, il faut réagir vite et réagir dans les délais, puisque en fonction de la situation de l'entreprise, les procédures amiables ne seront plus ouvertes aux dirigeants et aux entreprises. Donc, plus on réagit vite, plus on a accès à un panel de procédures large et plus on a des chances d'avoir une procédure confidentielle, amiable, souple, qui va permettre donc de renégocier de manière tout à fait confidentielle avec son environnement économique et d'assurer la pérennité de son activité, tout simplement. Merci beaucoup. Donc, avant de passer la main à Vincent pour l'animation du débat, je tiens vraiment à remercier l'ensemble de nos intervenants. Je vous renvoie, comme je le disais en préambule, à notre site internet. Vincent vous a mis le lien dans la discussion, où vous pourrez retrouver encore une fois cette vidéo d'échange entre la personne qui représentait la BPAK et le chef d'entreprise en difficulté. C'est une vidéo qui a été réalisée par le stagiaire du projet BIR, Samuel Bernard, qu'on remercie avec Vincent pour son travail important. Et d'ailleurs, la vidéo, elle est sur le site qu'il a activement contribué à co-créer avec le prestataire, donc qu'il soit remercié ici. Vincent, je te laisse la main pour l'animation du débat.
Merci Julien, merci à tous, mesdames et messieurs, pour vos interventions pleines de sens. J'ai eu une réaction d'Éric Lamarck. Alors, Éric, tu es directeur de l'IAE de Paris et tu diriges la chaire sur les coopératives. Et tu es aussi conseil pour des banques, administrateur de banques. Alors, est-ce que c'est pour la vocation d'une banque de soutenir des entreprises quand ça va mal? Et puis, à l'heure de la finance responsable, est-ce que c'est un sujet qui se pose, cette question de l'accompagnement des entreprises dans les conseils d'administration? Alors bon, merci de me donner la parole. J'ai écouté, je pense, à peu près toutes les interventions. Et bon, j'ai d'abord une réaction qui est celle qu'effectivement, nous sommes en 2021 et beaucoup des réactions que j'ai entendues me semblent être des sujets qui sont dans la tête des gens depuis longtemps. Donc, je suis à la fois content qu'on s'en préoccupe, mais effectivement, je fais le constat que les choses avancent pas vite. Alors, est-ce que du côté des banques, cette tendance, ou en tout cas cette dimension responsabilité sociale et sociétale et l'engagement dans le territoire est de nature à, je dirais, à mieux prendre en compte les difficultés des chefs d'entreprise dans des situations particulières? La réponse, de ce que moi j'ai pu observer dans plusieurs établissements et un en particulier, est plutôt oui. C'est-à-dire que l'idée, notamment de la part, me semble-t-il, de quelques banques mutualistes, c'est d'essayer de dire on essaie de faire peut-être davantage pour les acteurs du territoire. Et je ne sais pas si au départ, et je ne crois pas avoir entendu dire au départ par ces banques qu'on prendra plus de risques au départ d'une relation. On sera dans une relation où on va soutenir des chefs d'entreprise dans la partie financement de façon normale, on va dire, en tout cas en respectant des règles d'engagement assez classiques. Par contre, il y a, et je sais qu'au niveau des conseils d'administration, où il y a souvent des entrepreneurs, et d'ailleurs, dans certains établissements, ou en tout cas des acteurs locaux, il y a une volonté, dans le traitement des gens en difficulté, d'essayer de faire ressortir une différence peut-être de traitement par rapport à des établissements qui auraient plus une envergure nationale. J'entendais tout à l'heure une de vos intervenantes parler du pouvoir de décision des personnes en face le banquier. Je pense que c'est un sujet clé, effectivement. Et c'est un sujet qui est quand même, je dirais, à double face. Il y a effectivement la volonté, ou en tout cas l'attente des chefs d'entreprise d'avoir en face d'eux des personnes qui peuvent décider, mais la nécessité, et ça on n'y coupera pas, d'avoir quand même une approche par les risques, puisque je rappelle peut-être à tout le monde, et les personnes des banques le savent bien, que les prêts qui sont accordés, notamment aux entreprises, sont des prêts qui sont assis sur des dépôts. Donc des dépôts d'épargne, il ne faut pas croire que c'est les fonds propres de la banque ou de l'argent qui vient de marché ou de je ne sais où, qui permettent les prêts. La situation aujourd'hui est un peu différente puisque les PGE ont été fortement mobilisés au cours de la période qui est passée. Donc là, c'est l'État, effectivement. Donc la situation a un peu changé. Donc je pense qu'aussi la période est aussi propice à voir avec ce qui va se passer dans les mois futurs, si les banques se sont un peu organisées pour traiter aussi de la situation particulière des défaillances que l'on risque de voir dans les mois futurs. Je rappelle une statistique, il y a eu moins de 40 000 faillites, alors, même si les gens n'aiment pas le mot, en tout cas, moins de 40 000 disparitions d'entreprises en 2020. Il manque donc, entre guillemets, par rapport à une année normale et par rapport à ce qu'on aurait dû avoir en raison de la crise sanitaire, 25 000 entreprises. Donc, il y a 25 000 entreprises qui sont toujours en vie grâce aux mesures d'aide qui ont été menées. Donc, je pense qu'il y a un terrain d'étude pour le projet très important avec ce qui va se passer dans les mois à venir en fonction de ce que le gouvernement décidera sur la poursuite des aides. Il y a un terrain d'investigation intéressant pour voir avec cet appui de l'État si les banques sont en mesure de mieux soutenir les acteurs locaux. Merci beaucoup, Eric. Alors, je vais donner la parole à Bernard Chevalier aussi, qui s'est manifesté. Parmi les banques qui soutiennent les entreprises quand elles sont en difficulté, on trouve des banques traditionnelles de l'accompagnement, comme la Delubac, la Thémis. Et puis, on a une nouvelle venue, qui est la Banque de l'Orme. Alors, Bernard, toi, tu as porté ce lancement de la Banque de l'Orme. Qu'est-ce qui pousse une banque comme la Caisse d'épargne à lancer une structure comme la Banque de l'Orme? Et
est-ce qu'on a ce projet qui est un cas pilote pour le groupe Caisse d'épargne Banque Populaire? Est-ce que c'est amené à se développer? Est-ce que d'autres banques peuvent faire ça? Si je dois répondre à la première question, est-ce que d'autres banques peuvent faire ça? Je dirais oui, bien évidemment. Je pense qu'il faut préalablement expliquer un peu la démarche à la suite de ces différents exposés très très riches et qui j'allais dire, s'imbriquent les uns entre les autres, entre l'aspect juridique, l'aspect de l'expert comptable, l'aspect plus psychologique vis-à-vis du chef d'entreprise. La démarche, c'est un constat du groupe Caisse d'épargne, parce qu'effectivement, tu as parlé de nos cousins et je connais Jérôme, donc je dis particulièrement bonjour à Jérôme. Le projet Banque de l'Orme est un projet groupe Caisse d'épargne et donc ne concerne pas à ce jour le groupe des banques populaires. Et il a pour objet de créer au sein du groupe des caisses d'épargne, au sein de chaque caisse, et aujourd'hui seules 2 caisses ne sont pas encore dotées d'une banque de l'Orme, d'une banque judiciaire, comme l'a dit à un moment Jérôme d'ailleurs, d'une banque judiciaire qui va être là pour soutenir les entreprises dans leur phase de retournement à la suite de l'entreprise, du constat de difficulté, on va dire. Donc, autrement dit, on va, nous, Banque de l'Orme, on peut intervenir sur quelques mesures préventive, mais on va surtout intervenir à partir du moment où s'ouvre une période d'observation, soit donc un redressement judiciaire ou une procédure de sauvegarde. Et on va intervenir jusqu'à la fin du plan de continuation ou du plan de sauvegarde. Donc, on va intervenir, on va dire, sous réserve de toutes les mesures prises dans le cadre du Covid, sur une douzaine d'années. Je passe les reports, etc., etc. L'objet d'une banque judiciaire, comme effectivement les 2 concurrents que tu as cités, qui sont les établissements spécialisés historiques de la banque judiciaire, c'est donc de permettre au niveau bancaire à une entreprise qui a connu des difficultés et qui se trouve en plan d'assurer son retournement et de passer sa période de difficulté pour redevenir une entreprise saine, comme on dit en termes bancaires. Bon, la Banque de l'Orme en caisse d'épargne, moi je suis directeur de la Banque de l'Orme Aquitaine Poitou-Charentes, donc en l'occurrence des régions ex-région Poitou-Charentes et ex-région Aquitaine, formant maintenant la Nouvelle-Aquitaine. Pour la Banque de l'Orme, nous, on s'adresse aux clients de la caisse d'épargne, mais bien évidemment à l'ensemble des prospects se trouvant dans le périmètre d'activité de la banque judiciaire. Tout comme, encore une fois, les 2 autres banques judiciaires spécialisées. Quel est l'objectif? Alors, le projet Banque de l'Orme est antérieur à la crise Covid. Et si j'osais dire, et ça, le professeur Lamarck l'a bien dit, il n'y a jamais eu aussi peu de procédures collectives que depuis que nous sommes en période Covid. Et ça, depuis, je crois, 20 ans, si j'ai les chiffres à peu près en tête. Autrement dit, on n'a jamais été aussi peu en crise en termes de procédures collectives que depuis qu'on est en crise sanitaire. Ça soulève, et il suffit, je pense que Maître Morel pourrait le confirmer, mais il suffit d'aller chez quelques administrateurs ou d'aller chez quelques mandataires pour s'en convaincre. Ce n'est pas ni bien ni mal, c'est un fait. Nous sommes en période de sous-activité de procédures collectives. Alors même que tous les jours, en radio, en télé, on nous parle d'une crise à venir. À ce jour, la crise n'est pas encore à venir. Elle viendra certainement, mais elle viendra peut-être pas forcément que de la crise du Covid.
Elle pourrait venir sur d'autres éléments qui sont peut-être un excès de financiarisation de l'entreprise. Ça, c'est un autre débat. L'objectif de la Banque de l'Ordre, c'est donc d'aider ces entreprises en retournement, de les aider à se remettre saines. Et bien évidemment, pour le groupe Caisse d'Épargne, comme ça a été dit par le professeur Lamarck, nous appartenons à ces groupes coopératifs et mutualistes. Nous avons vocation à aider les entreprises qui sont sur notre territoire. Aider une entreprise qui se trouve sur notre territoire, c'est aider une entreprise lorsqu'elle démarre, de l'aspect start-up, avec les fonds qui sont souvent créés, de la start-up à la vie de l'entreprise quand elle est sereine, pleine et entière, au démarrage des difficultés, au traitement des difficultés et à la sortie des difficultés. Curieusement, c'est mon analyse, en tous les cas, de banquiers qui commencent à avoir quelques années d'expérience. Le banquier est, de mon point de vue, plus présent avant le constat des difficultés, c'est-à-dire qu'il va parfois s'acharner à défendre une entreprise qui très clairement devrait être en mesure préventive, voire en mesure collective. Et lorsque l'entreprise fait le pas de passer en mesure préventive et encore plus en mesure collective de sauvegarde ou de RJ, par le biais d'une dégradation, excusez-moi d'être un peu technique, d'une dégradation de la note bancaire ou de la note Banque de France du client, le banquier ne se retire pas, mais en tous les cas, ne joue pas, à mes yeux, qui défend bien évidemment ce métier de banque judiciaire, n'intervient pas assez en soutien de l'entreprise en retournement. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Vincent, mais voilà. C'est parfait, merci beaucoup Bernard. Et donc je vais immédiatement passer la parole à Monsieur Desmaisons, Gérard Desmaisons, qui est coordinateur de l'Observatoire du rebond et qui nous a posé une question dans le chat tout à l'heure. Monsieur Desmaisons, vous adressiez tout à l'heure en cours de présentation d'Aurélien Morel sur la question des cautions personnelles et de la façon dont les banques traitent ce point-là. Est-ce que vous pouvez prendre la parole ? Oui, bien sûr, vous m'entendez? Bien sûr, oui, je fais partie de l'association 60 000 rebonds. Et donc, nous, on intervient quand la liquidation est déjà arrivée auprès des entrepreneurs qui sont souvent des entrepreneurs de TPE. Et donc, là, je rejoins ce qu'a dit Claudie Perry. C'est vraiment un désastre, un véritable traumatisme que subissent ces gens-là. Donc, on a forcément, on les accompagne. Hein, ça fait 5 ans, 6 ans que je suis à 60 000 rebonds. J'accompagne des entrepreneurs. Et donc, une de leurs problématiques de ces entrepreneurs donc, qui ont fait ce qu'on disait faillite, c'est les cautions personnelles. Et malgré qu'ils rebondissent dans d'autres activités, ils sont toujours suivis et ils ont toujours cette épée de Damoclès au-dessus de leur tête, même quand ils rebondissent. Donc, je voulais savoir qu'est-ce que les banquiers en pensent et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider ces entrepreneurs à ce qu'ils soient un petit peu moins pénalisés et encore plus envie de rebondir. Très bien. Merci beaucoup. Je vous remercie pour cette prise de parole. Du coup, il y avait un autre témoignage qui était… Oui, du coup, on peut peut-être faire répondre Jérôme ou Bernard Chevalier à cette question? Oui, bien sûr. Je crois que Jérôme a pris la parole. Oui. Ben là, on parle de procédure en collective, en liquidation judiciaire. Donc, c'est vrai que pour la banque, il n'y a plus question de retournement. En fait, hein. C'est le moment où on actionne nos garanties. En fait, hein. Ce qui est important, c'est toutes les procédures avant où là, tout est gelé. Et là,
le dirigeant est protégé, qu'on soit en sauvegarde, en redressement judiciaire. Là, il n'y a pas d'action de caution, mais c'est vrai que quand on est en procédure de liquidation judiciaire, c'est vrai que là, il y a actionnement des garanties, mais comme toutes les garanties, ça peut être une hypothèque, ça peut être une caution, et là, on actionne en effet ces garanties. Et je comprends que ça peut être un peu traumatisant pour le dirigeant, mais ça fait partie malheureusement des outils de la banque. On le disait tout à l'heure, la banque, elle est une entreprise, elle commerce certes l'argent, et c'est toujours délicat, mais on prête l'argent de nos clients, et si on n'a pas ces actions de recouvrement, malheureusement, ça fait partie de ce qui permet aussi à la banque d'exister demain. Donc la prise de garantie, l'action des garanties, ça fait partie aussi des outils bancaires. Donc après, ça se gère pour répondre un peu plus précisément à la question, en fonction des cas. En fonction de est-ce que le dirigeant a les possibilités de payer ou pas, est-ce que vraiment il ne peut pas, est-ce qu'il affiche vraiment, je ne sais pas, il est au RSA par exemple, et dans ces cas-là, alors ça dépend des banques, là je ne parle pas au niveau de toutes les banques, mais il y a un moment, on ne s'acharne pas non plus, il y a un moment, on arrête, quoi. Moi, quand je passe des dossiers à perte, et j'en passe quasiment toutes les semaines, on arrête les actions quand on voit que c'est inutile en fait, et que ça n'ira pas finalement, ça ne sert à rien. Voilà. Très bien, merci Jérôme. Donc il y a Max Chaffiol, excusez-moi, qui également est intervenu tout à l'heure. Alors vous êtes juge commissaire, commissaire au compte honoraire. Est-ce que vous pouvez nous faire part, vous, de votre sentiment sur ces débats? Alors oui, j'ai évoqué… Déjà, je peux peut-être revenir sur la précédente question très rapidement. Vous m'entendez? J'ai bien mis mon micro là. On vous entend très bien. D'accord, merci. Il y a une distinction là que j'ai un peu répondu à faire dans les cautions. Enfin, tout le monde le sait probablement, mais pendant le plan, en sauvegarde, la caution n'est pas activable. Et c'est ce qui fait tout l'intérêt, entre autres, de la sauvegarde. Et j'insiste pour anticiper les difficultés, ça a déjà été dit, mais ne serait-ce que par rapport à cet avantage. Parce que, contrairement apparemment à ce que vient de dire Jérôme Bockel, en plan RJ, les banques actionnent les cautions. Enfin, moi, je l'ai déjà vu plusieurs fois. Parce que là, elles peuvent actionner la caution, pas pendant la PO, pas pendant la période d'observation. Là, tout est bloqué. Mais dès que le plan est homologué, en RJ, la banque peut actionner la caution. Elle ne peut pas le faire en sauvegarde. C'est une des différences essentielles et un des gros avantages de la sauvegarde. Bon, ceci dit, la question que j'avais, enfin, le témoignage que j'avais apporté, c'est la difficulté initiale de l'ouverture du compte bis, qu'on appelle compte bis, lorsque on est en procédure collective. Et maintenant, je ne suis plus juge commissaire, mais j'interviens, je suis toujours en procédure collective. J'ai été amené à constater de nombreuses difficultés parce que les banques traînent les pieds pour ouvrir ce compte bis. Et tant que ce compte bis n'est pas ouvert, donc là, je parle dès l'ouverture de la procédure. L'entreprise n'a plus de carte bancaire. L'entreprise n'a plus de chéquier, l'entreprise ne peut plus rien, même pas plus, elle ne peut plus encaisser ses recettes. Et donc, j'ai vu des entreprises qui étaient obligées de demander à leurs clients de les payer en liquide. Donc, cette résistance, parce qu'il y a des banques, et bon, je ne vais pas en citer certaines, mais il y en a une ou deux qui font de la résistance. J'ai même été amené à rendre des ordonnances en fixant une astreinte, parce qu'il faut rappeler, sous réserve de contradiction, notamment de Laura Sotoni, que c'est un contrat en cours et que ce contrat en cours, il n'y a aucune novation. Donc, c'est une habitude, en fait, d'ouvrir un compte bis, mais ce n'est absolument pas une obligation. Donc, cette résistance pour ouvrir ce compte bis et faire fonctionner le compte pénalise fortement les entreprises, en tout cas certaines, lorsque les banques jugent que l'entreprise est mourante, notamment, et n'ont pas envie, évidemment,
et je parlais même du découvert bancaire. Un découvert bancaire, là aussi, c'est un contrat, et dans le cadre de la continuation des contrats en cours de manière obligatoire, le découvert doit se poursuivre. Et il n'est évidemment pas question de compenser en quoi que ce soit le découvert qui avait été autorisé avec un compte créditeur ou avec les nouvelles rentrées. Donc on est assez parfois confronté à ces difficultés au tribunal. Merci beaucoup, Monsieur Chaffiol, pour ce témoignage. Il y a une réaction de Bernard Chevalier qui voulait répondre, je pense. Oui, je pense qu'il faut être, si vous me le permettez, encore plus précis. Je partage, c'est totalement exact, la continuité des contrats. Pour ma part, je n'ai jamais vu d'entreprise qui ne se faisait pas ouvrir le compte BIS. En règle générale, quand une entreprise va aller au tribunal pour l'ouverture d'un plan de RJ ou de sauvegarde, alors c'est vrai, je ne parle pas d'entrepreneurs individuels qui sont quelquefois bien isolés, bien seuls, j'en conviens, j'ai bien entendu les propos de Madame Perry, mais une entreprise qui est conseillée par son expert comptable, qui est conseillée par un avocat spécialisé en restructuring, etc., généralement va contacter l'établissement bancaire sur lequel il a déjà, le client est déjà en relation, et en amont de la décision du tribunal, et à défaut de réponse, généralement l'ouverture se fait d'un compte, se fait immédiatement dans la journée par, soyons clairs, à la banque Thémis ou à la banque de Lubac. En ce qui concerne la banque de l'Orme, tous les administrateurs judiciaires que j'ai vus et qui nous ont fait appel, nous ouvrons nous aussi le compte dans la journée. C'est important parce que ce que vous avez dit en revanche est 100% exact. C'est essentiel puisque c'est ce qui va permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise. Donc c'est fondamental. Là aussi, je partage votre point de vue. Le compte, il n'est même pas obligé d'ouvrir un compte BIS à la condition que le compte support client soit créditeur et non pas débiteur. Parce que sinon, au moment de la déclaration de créance, il va donner lieu à un dépôt de déclaration de créance. Et c'est pour ça qu'on ouvre un compte BIS. C'est pour figer au moment de l'ouverture de la procédure la déclaration de créance et repartir à zéro sur un autre compte. Alors, quand on dit à zéro, et c'est pour ça que je voulais être très précis, vous parlez de la continuité du contrat. Oui, mais si l'entreprise a un découvert de 20 000 et qu'il est utilisé à hauteur de 20 000, le contrat se poursuit, mais avec une ligne disponible de zéro, parce que la ligne est déjà utilisée à 20 000. Bien sûr. Oui, mais c'est important parce que, je vous assure, c'est pas toujours compris comme ça. Non, mais on est d'accord, nous sommes d'accord. Merci messieurs pour ces réactions. Je crois que Claudine souhaitait peut-être réagir par rapport à ces propos. Si vous pouvez remettre… Voilà, merci. Non, j'approuve tout à fait ce que vient de dire Monsieur Chevalier. Je ne pense pas avoir dit, enfin, je ne sais pas quel propos vous m'avez prêté, mais je ne me suis pas reconnue dans ces propos auxquels vous faisiez excusez-moi. auxquels vous faisiez allusion, parce que nous n'avons, par exemple, l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, c'est une entreprise qui a une dizaine de salariés, donc comment dirais-je, qui s'est vu demander l'interruption de son découvert. Donc non, c'est pas simplement les plus petits. Nous allons jusqu'à 25 salariés, mais
En effet, en ce qui concerne les ouvertures de compte BIS, il est vrai qu'il y a eu une amélioration ces dernières années qui sont incontestables. D'une manière générale, partout, il y a eu beaucoup d'améliorations. Partout. Il fut un temps, Monsieur Chevalier, vous le savez bien, ce n'était pas si courant que cela. Moi, je suis passée par là il y a 10 ans. D'accord. J'avais une grosse entreprise. Et le compte BIS, heureusement, j'ai eu Thémis. Très rapidement. Très rapidement. Mais très honnêtement, monsieur, à l'époque, je n'étais pas présidente d'entraide et je ne connaissais même pas l'existence d'une banque judiciaire. J'ai fait cette connaissance, voilà. Et c'est pas mon banquier qui me l'a recommandé. C'est gentiment mon administrateur judiciaire. Voilà. Voilà, mais je n'ai rien à redire à ce que vous avez dit ou ce qu'a dit Max également. Max, c'est quelqu'un de très pointu dans cette affaire. Merci beaucoup, Claudine. Alors, je regrette de revenir que maintenant vers vous. Monsieur Brendel, en tout cas, peut-être vous avez levé la main tout à l'heure. Est-ce que vous voulez… Oui, j'active mon micro, vous m'entendez? Merci beaucoup, c'est parfait. Voilà. C'était une réaction que j'avais à avoir au sujet de la réaction le petit discours qu'a fait Monsieur Jérôme Bockel. Moi, je suis dans la situation, inverse à tous ces propos. Et je trouve curieux parce que on nous a montré, si vous voulez, un petit reportage en disant, bon, voilà, on était prêt à discuter, etc., dès qu'on a eu des petits problèmes avec cette entreprise. Et donc, on a essayé de discuter, etc. Bon, il se trouve que moi, dans ma situation, j'ai un compte à la Banque Populaire depuis près de 40 ans. On a fait des affaires ensemble, etc. Il se trouve que pour une erreur commise par un de mes notaires et puis un de mes comptables, rédigé un contrat et qui se sont trompés et on a eu un contrôle fiscal et on a été redressé. Bon, on n'a pas gagné d'argent sur ce contrat, par contre, on a été redressé fortement. Donc, j'ai été heureusement mis en relation avec Entraide Entreprise et Mme Claudine Perry, et heureusement pour moi, autrement je ne pourrais pas vous parler, je serais peut-être aujourd'hui dans un état bien pitoyable. Et j'ai donc pu rebondir. Et aujourd'hui, ça fait à peu près 1 an et j'ai retapé la société et elle va redémarrer sans problème. Ce qu'il y a, c'est que ce que je n'avais pas anticipé, c'est l'agressivité. Allô? Allô? Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Voilà. Peut-être couper les micros. Ce que je n'avais pas anticipé, c'est l'agressivité justement d'une de mes banques, la Banque Populaire, qui, si vous voulez, d'un seul coup, on a été bien sûr rupture du compte, etc., qui n'était pas découvert d'ailleurs, et on avait un petit emprunt qu'on avait fait, 2 exactement, et donc j'avais expliqué à la personne avec qui j'étais en relation à la banque ce qui m'était arrivé et que finalement, j'allais retrouver une solution, etc. Bon. Et eh bien, dans la période d'observation qui se termine, eh bien, la banque a tout à fait, m'a attaqué de façon bien sûr personnelle parce que j'étais caution, bien sûr, parce que qui n'est pas caution en tant qu'entrepreneur de son entreprise, si on n'est pas caution, c'est extrêmement rare. À partir du moment où on emprunte de l'argent à une banque, la banque vous fait signer sur tout votre patrimoine. Donc, pour une somme modique de 50 000 €, eh bien, on m'a obligé, avant la procédure, de pouvoir rembourser la banque. Je suis obligé, là, maintenant, de rembourser personnellement sur mes fonds propres la banque pendant la période d'observation. En faisant des menaces, etc. J'ai été obligé de prendre un avocat, des frais, etc. Et je trouve ça complètement incroyable. Et moi, ce que j'aimerais, c'est rencontrer ce monsieur Bockel pour lui expliquer tout à fait simplement, parce qu'aujourd'hui, c'est terminé, comment ça s'est passé et quelle a été surtout ma faute là-dedans. C'est-à-dire, qu'est-ce que je n'ai pas fait ou qu'est-ce qui n'a pas été fait. Parce que quand j'écoute ce qu'il raconte, je suis ébahi.
Ça veut dire que je n'ai même pas pu, j'ai demandé moi à rencontrer les personnes qui étaient en contentieux, etc. Je n'ai pas pu rencontrer, ni avoir un coup de fil, ni avoir une relation avec mon banquier, sachant que je suis dans cette banque depuis plus de 30 ou 40 ans. Enfin, j'ai fait des affaires dans cette banque, j'ai eu plusieurs, enfin, ils sont revenus à plusieurs moments. Enfin, je veux dire, je ne suis pas un client isolé. J'ai toujours eu des rapports depuis 40 ans avec tous mes banquiers de différentes agences de façon extrêmement amicale. Donc, je n'ai pas compris. Alors, donc, je suis étonné d'entendre ce discours. Voilà. Alors, peut-être que je suis passé à l'as, mais malheureusement, je ne pense pas être le seul. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Hein. Je n'ai rien de spécial. Heureusement, je vous dis que j'étais, accompagné par entrée d'entreprise. Autrement, je pense que j'aurais sauté mon entreprise. Et surtout, ce qui est grave, ce n'est pas que j'ai sauté, parce que une entreprise qui fait faillite, c'est important. Mais ce qu'il y a, c'est que on a un savoir-faire très particulier en Aquitaine qu'on a pu mettre et que si jamais cette société n'avait pas pu perdurer, eh bien, je pense que c'est une perte économique pour notre région, en tout cas, et pour la France. Ça veut dire que c'est bien dommage de voir que finalement, on met énormément d'énergie à créer une entreprise et à un coup de crayon, eh bien, cette entreprise est définitivement éradiquée. Et comme disaient des intervenants, effectivement, on a la chance aussi, c'est vrai, je le reconnais, d'avoir un pays qui a des règles au niveau des tribunaux de commerce qui sont extraordinaires. Il faut le reconnaître. Je pense même qu'on est un des seuls en Europe à avoir ce type, de recours, les recours amiables, etc. Effectivement, on ne le sait pas. Moi, j'ai eu la chance, justement, toujours pareil, avec les gens qui entourent Entraide d'entreprise, d'être très, très rapidement au courant de ce qu'il y avait. Et donc, ça m'a permis de me sortir de cette situation. Mais merci beaucoup, Monsieur voilà. Brendel. Mais écoutez, c'est vrai qu'il y a beaucoup de clients à la BPAK et j'imagine que vous n'êtes peut-être pas le seul dans ce cas-là, et d'ailleurs dans d'autres banques aussi. Mais on va tout de même donner la parole à Jérôme. Jérôme, si tu veux répondre peut-être. Oui, merci Vincent. J'ai mis le micro, c'est bon. C'est difficile de réagir sur un cas particulier, hein, vous en doutez bien, mais en tout cas, si moi personnellement je participe à ces travaux, vous doutez bien que c'est parce que je pense en effet qu'on a des progrès à faire et sincèrement, je ne considère pas qu'on lave plus blanc que blanc, que tous les cas se passent bien, que tout est rose. Sincèrement, le cas que vous vivez, il y en a certainement d'autres. Après, chaque cas est tellement particulier, je vois tellement de cas différents tous les jours que je ne vais pas pouvoir m'exprimer sur votre cas. Par contre, je suis tout à fait ouvert à vous rencontrer, à avoir un rendez-vous avec vous. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais je sais qu'on a plein de progrès à faire à ce niveau-là. Et c'est pour ça aussi que je participe à ces chantiers-là. C'est pour ça qu'on crée des équipes spécifiques. Alors, je ne sais pas à l'époque si ces équipes existaient, parce que les choses ont beaucoup changé aussi ces derniers temps. L'équipe conseiller négo dont je parlais tout à l'heure, elle existe depuis 3 ans. Chez nous, la banque judiciaire, elle est toute récente. Donc, tout ça, c'est des choses nouvelles qu'on a mis en place récemment, justement, pour éviter que les choses s'enveniment, que les gens ne comprennent pas les actions qui sont faites, qu'il y a un échange un peu plus nourri, qu'on arrive à se faire confiance les uns les autres. Donc, c'est vrai que c'est peut-être une réflexion un peu nouvelle, c'est peut-être des orientations nouvelles des banques, mais je suis tout à fait conscient qu'il y a des cas qui ne se passent pas comme ça et que malheureusement, il y a des situations dramatiques à côté. Mais bon, en tout cas, je suis tout à fait ouvert à ce qu'on ait un petit entretien entre nous, il n'y a pas de souci. Je vous remercie, M. Bouquet, et je vais prendre un rendez-vous avec l'intervention du banquier, de l'agence, de façon à avoir vos coordonnées. Je vous envoie un mail. Il n'y a pas de souci. À très bientôt, je vous dis. Ouais. Je vous remercie. Julien, on a encore une petite vingtaine de minutes si on veut terminer à l'heure. Peut-être, est-ce qu'il y a d'autres réactions dans la salle? Peut-être. Alors, je vais spontanément donner la parole à des intervenants. Monsieur Monteil de la banque Thémis peut-être souhaitait intervenir. J'ai vu que vous aviez posté un commentaire. Oui, absolument, absolument. Bah, écoutez, je suis heureux de participer à ce tour de table. Hein. Donc, je pense que les acteurs qui sont présents à cette réunion connaissent tous directement ou indirectement Thémis, comme le disait tout à l'heure
Bernard Chevalier, donc un partenaire, on va dire, historique des entreprises qui sont sous la protection des tribunaux de commerce. Je dirais que malheureusement, je n'ai pas grand-chose d'autre à ajouter quand je rebondis sur les propos de Maître Morel. Nous constatons, nous, depuis très très longtemps, et je crois qu'on avait eu l'occasion d'en discuter il y a quelques années maintenant, sur malheureusement les interventions sur les procédures amiables qui ne sont pas assez utilisées, qui sont gages de grand succès pour le retournement des entreprises. Et ce n'est pas les présidents de tribunaux de commerce, les mandataires de justice qui ménagent leurs efforts pourtant pour promouvoir l'importance de ces mesures de prévention. On essaye aussi à notre niveau, lors de manifestations sur lesquelles nous sommes assez régulièrement invités, de marteler le sujet. On continue et on continuera à s'y atteler en espérant que tout ça rentre un petit peu dans les mentalités, que les dirigeants prennent les décisions suffisamment tôt pour qu'on puisse, nous, à notre niveau en tout cas, participer à leur retournement. C'est tout du moins ce qu'on peut espérer pour les prochaines années. Merci beaucoup pour ce témoignage. Je vais également passer la parole à Jean-Étienne Pallard pour voir. Hein, Jean-Étienne, tu interviens régulièrement auprès d'entreprises, alors qui sont des entreprises structurées. Hein. Est-ce qu'il te semble que les entreprises sont bien préparées à la difficulté sur la région, et quelles difficultés elles rencontrent, notamment pour trouver des sources de financement bancaires et non bancaires? Bonjour à tous, bonsoir, merci Vincent de me passer la parole. Alors simplement, moi je vais parler d'un témoignage dans le cadre d'activités que je fais à côté de l'université. En fait, je suis inscrit dans un processus qui s'appelle des audits 360 degrés, en fait, qui sont mis en place par les directs, qui sont des audits qu'on appelle les audits signaux faibles, et qui permettent en fait d'accompagner des entreprises avant la procédure judiciaire, de manière à trouver en fait une solution, souvent à la fois stratégique et financière, et qui permettent en fait à des entreprises, souvent des PME ou des petites ETI. En gros, on est plusieurs consultants à intervenir sur ces dossiers-là, et on intervient pour le compte à la fois du conseil régional et de la directe pour trouver des solutions de manière à proposer à des chefs d'entreprise des solutions stratégiques, opérationnelles et financières. Et ça s'inscrit aussi dans le cadre des dispositifs usines du futur. Et donc, moi, j'interviens essentiellement sur des sociétés industrielles. Ce que je peux simplement dire dans le cadre des autres intervenants, c'est-à-dire à la fois des avocats, des administrateurs judiciaires, c'est qu'il me semble qu'il existe aussi dans l'accompagnement des entreprises souvent en fait un manque, peut-être de la part des experts comptables, ou en tout cas de certains intervenants, qui ne permettent pas d'identifier en fait suffisamment tôt, et c'est un peu le propos de ce que tout le monde dit, les difficultés des entreprises. Ce que je vois souvent dans l'origine des difficultés, parce qu'on n'est pas vraiment revenu, il me semble, dans les débats sur l'origine des difficultés, les origines sont multiples. Les conséquences, c'est souvent un problème de trésorerie, mais l'origine des difficultés des entreprises, il me semble qu'elles sont souvent d'ordre stratégique, c'est-à-dire en fait un mauvais passage dans une transformation stratégique, une mauvaise évaluation du marché, des transformations du marché qui ne permettent pas à des chefs d'entreprise d'identifier des opportunités de marché qui leur permettraient justement de passer la crise. Ce que je peux témoigner aussi, c'est que souvent, les collectivités publiques, à la fois la métropole, les départements, les régions, les comités de communes, sont souvent assez proches en fait, des chefs d'entreprise, essayent de trouver des solutions, notamment sur la partie foncière, pour trouver notamment par du leaseback, par des montages d'ingénierie financière, des solutions en matière en tout cas de trouver des solutions financières. Et voilà, je pense que la réponse, elle ne peut être que globale par la mise en place d'un écosystème, et c'est pour ça que le projet BIR, à mon avis, est intéressant. C'est qu'il faut vraiment mettre en place un écosystème avec toutes les parties prenantes de l'entreprise pour trouver des solutions. Et il me semble que les services de l'État sont aussi très, très proches de ces systèmes-là, parce qu'ils ont tout intérêt justement à préserver l'emploi. Ça, c'est le rôle de la directe.
Et on peut aussi témoigner du rôle, en tout cas de Nouvelle-Aquitaine, d'avoir une région qui est très proche des entrepreneurs. Et notamment pendant la crise, il y a eu beaucoup d'aides en fait, qui ont été proposées aux chefs d'entreprise par la région de Nouvelle-Aquitaine. Et je crois que c'est aussi une solution qui nous a permis en fait, de voir une baisse des procédures judiciaires. Et finalement, je pense que le mur de la dette auquel les entreprises sont confrontées actuellement, elles vont pouvoir le passer parce que on sent qu'il y a un redémarrage assez important de l'activité. Et donc, je voulais simplement dire que les collectivités locales sont aussi des parties prenantes qui sont très importantes dans cet accompagnement. Merci beaucoup, Jean-Étienne. Beaucoup d'idées ont été échangées, certaines très techniques, on l'a vu hein, sur les plans juridiques, parfois financiers. Ce qui ressort, il me semble, on a des traits hein, communs aux différents témoignages, les spécificités du projet de l'entrepreneur, à penser comme un système propre, voilà, les singularités à chaque fois, qui nécessitent de rentrer dedans, ce qui rend complexe pour la banque. Un autre élément aussi structurant, c'est peut-être les différences de représentation, hein, ce qui était notre point de départ, regard croisé. On l'a vu, hein, cette difficulté qu'on peut avoir pour maîtriser le monde de la banque, pour maîtriser le monde de l'administration pour les entrepreneurs. Et puis d'un autre côté, pour le banquier aussi, comprendre bien la posture de l'entrepreneur. Et tout ça, ça nécessite de la communication. Claudine a parlé de formation aussi. Je pense que de la formation d'un côté comme de l'autre, côté banquier, mais aussi côté entrepreneur. On le voit avec Jean-Étienne, il y a cette question aussi, au-delà des aspects techniques et financiers, du virage stratégique, du pivot qui peut être à prendre pour l'entrepreneur dans ce moment de la difficulté. Alors nous, en tant qu'universitaires, on dirait qu'on est dans des moments schumpeteriens, c'est-à-dire que c'est une occasion pour se retourner et réaffecter des ressources financières vers des projets qui correspondent à une meilleure performance pour le marché. On a peut-être à remercier maintenant, Julien, nos intervenants, déjà tous ceux qui ont pris la parole, qui ont voulu témoigner, et puis notre table ronde. Pour tous ces témoignages, je voulais remercier dans l'ordre Jérôme Bockel de la Banque Populaire, également Claudine Perry d'Entraide et Entrepreneurs. On a eu Christophe Caron d'Erika Pluriel qui est intervenu, également Laura Sotoni de l'IRDAP et de l'Université de Bordeaux. On rappelle qu'un DU a été lancé il y a 2 ans sur les entreprises en difficulté. Et enfin, Aurélien Morel, qui est administrateur et mandataire judiciaire. Administrateur seulement. Pardon ? Administrateur seulement. Pardon, mes excuses, oui, mes excuses. Julien, je te laisse peut-être le mot de la fin. Non, mais je crois que tu as conclu comme il fallait, hein. Je pense qu'on n'a pas tout à fait fait les 2 heures annoncées, mais je pense que ça ne sert à rien. Je pense qu'on a déjà eu des échanges extrêmement riches. Donc maintenant, on va mettre cette vidéo en ligne. On va essayer de voir aussi ce qu'on peut, nous, en tirer les idées clés un peu à ressortir, qu'on va essayer de publier sous une forme ou sous une autre. Donc voilà, il y aura des suites à cette manifestation, et puis il y aura dans les mois à venir aussi d'autres événements auxquels vous serez conviés, d'autres projets de recherche. Le projet BIR est un projet qui n'a même pas 1 an d'existence au plan officiel du terme. Le soutien de la région Aquitaine a commencé en septembre dernier. Donc voilà, c'est un projet qui va s'inscrire dans la durée, et vous êtes tous évidemment conviés à y participer sous des formes différentes, nous aider à entreprendre des nouvelles recherches en acceptant des interviews, en participant à des vidéos, en participant à nos événements, voilà, ce genre de choses. Donc, merci à tous pour votre participation, et puis à très bientôt pour de nouveaux échanges autour du projet BIR. Et puis, n'hésitez pas à visiter notre site si vous y trouvez un intérêt. À bientôt. Au revoir. Très bonne soirée. Au revoir à tous. Au revoir, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir tout le monde, merci. Bonsoir à tout le monde. Au revoir, merci. Au revoir.